Et si je vous disais qu'il existe un portail caché capable de révéler les 7 lois qui régissent toute la réalité, et que seuls ceux qui sont initiés au mystère de l'alchimie peuvent vraiment le voir? Ce portail a un nom, et vous l'avez déjà entendu, la table d'émeraude. Mais tout ce qu'on vous a dit sur une pierre verte couverte d'inscriptions anciennes, ce n'était que la surface. La véritable table n'a jamais été une pierre. Elle n'a jamais été quelque chose de physique. C'est un mot de passe vibratoire, un code caché qui a traversé les siècles, attendant le bon moment pour se connecter avec ceux qui sont prêts. Et si vous entendez cela maintenant, cela signifie que la table vient de vous choisir. Ce n'est pas une théorie du complot. Les anciens sages savaient que certaines vérités ne pouvaient pas simplement être livrées sur un plateau. Elles se cachent dans les symboles, déguisées en mythes, attendant le moment exact où votre âme émettra le bon signal. Quand cela arrive, le portail s'ouvre. Mais il ne s'ouvre pas à un esprit ordinaire, il ne se révèle qu'à ceux qui, même sans s'en rendre compte, ont déjà commencé le processus de transmutation de leur propre conscience. La table d'émeraude est bien plus qu'un texte ancien, c'est un miroir. Et aujourd'hui, pour la première fois, elle s'est révélée à vous. Maintenant, dites-moi, allez-vous franchir ce portail ou faire comme si vous ne l'aviez jamais vu? Depuis que le nom table d'émeraude est apparu dans les archives de l'histoire, elle a toujours habité cette frontière nébuleuse entre la matière et le mystère, entre ce qui est visible et ce qui est caché. Certains disent qu'elle a été découverte dans une tombe secrète, serrée entre les doigts desséchés d'une momie oubliée, écrite dans une langue perdue dans le temps. D'autres assurent qu'elle n'a jamais été vue par des yeux humains, qu'elle n'a toujours existé que comme un murmure dans l'obscurité, transmis de maître à apprenti, traversant les siècles comme un secret que personne ne peut garder. Le fait est qu'aucun archéologue ne l'a jamais touchée. Aucune fouille n'a trouvé de pierre verte couverte d'inscriptions lumineuses. Aucun musée ne l'a jamais exposée. Et pourtant, son essence a voyagé à travers des générations entières, a traversé des civilisations entières, comme s'il s'agissait d'un artefact aussi réel que n'importe quelle relique tangible. Mais la vérité est la suivante. Les initiés ont toujours su que la table d'émeraude n'était pas un objet. C'est une idée, un symbole vivant, un portail qui contient une connaissance qui ne pourrait jamais être sculptée dans la pierre. Son éclat n'est pas physique, il est vibratoire. Son écriture n'est pas phénicienne, elle est symbolique. Et la seule façon de la lire est d'éveiller sa propre conscience. Les textes anciens n'en parlent pas comme d'un artefact archéologique, mais comme d'un rite de passage. Celui qui voit la tablette ne voit pas seulement des lettres gravées sur une surface, mais un reflet de lui-même dans les mots. Car le véritable contenu de la tablette ne réside pas dans les phrases, mais dans ce qu'elles éveillent en chacun. Et c'est être pour cela que tout au long de l'histoire, la table d'émeraude n'a jamais appartenu à un seul peuple. En Égypte, elle était considérée comme l'héritage d'Hermès Trismégiste. Dans le monde arabe, elle est devenue un secret gardé par les alchimistes perses. Au Moyen-Âge, elle a traversé l'Europe déguisée en traduction latine, protégée par des ordres occultes. À chaque époque, elle se présentait dans la langue de l'âme de cette époque. Pour les Égyptiens, c'était la clé pour comprendre le lien entre les dieux et les humains. Pour les Arabes, la formule de la transmutation des métaux et des esprits. Pour les alchimistes européens, une carte de ce qu'ils appelaient la Grande Œuvre, la transformation de l'âme imparfaite en or spirituel. Mais ce que personne ne dit, c'est que la table d'émeraude n'a jamais été une seule chose. Elle change de forme, de couleur, de matière et même de mots. Parce qu'elle n'a jamais été faite pour être simplement lue. Elle a été faite pour être vécue. Dans une culture, elle apparaît comme une pierre. Dans une autre, comme un parchemin. Pour certains, c'est une voix qui résonne dans les rêves. Pour d'autres, ce sont des symboles qui surgissent de nulle part au milieu d'une méditation. La seule constante est la suivante. La tablette ne se révèle qu'à ceux qui ont déjà commencé la recherche en eux-mêmes. Hermès Trismégiste. Mais si la table d'émeraude est invisible, qui a été le premier à la voir réellement? Qui a traduit le silence cosmique en mots qui ont traversé les millénaires? C'est là qu'intervient le nom qui ne peut être séparé de cette histoire. Hermès Trismégiste. Et Hermès n'est pas n'importe quel personnage. Il est le mystère dans le mystère. Un être qui voyage entre les mondes, entre le visible et l'occulte, entre la chair et l'esprit, entre la terre et le ciel. Trismégiste signifie 3 fois grand, et ce titre n'est pas un hasard. Il est le maître de l'écriture sacrée, le gardien des secrets divins, le traducteur des lois inviolables qui soutiennent toute existence. Hermès est la fusion vivante de Thoth, le dieu égyptien de la sagesse et de la magie, et d'Hermès, le messager des dieux grecs. Il porte le pouvoir de la parole créatrice, la parole qui non seulement explique le monde, mais le construit. Hermès a assumé la mission de guider les âmes perdues à travers le labyrinthe de l'existence. Il n'est ni entièrement humain, ni entièrement divin. Il est le pont lui-même, le chemin vivant entre la matière et l'esprit. Les anciens savaient que la vraie connaissance ne venait pas seulement des livres, mais de la connexion directe avec cet axe invisible qui relie le dense au subtil.
Hermès est la personnification de cet axe. Quand on dit qu'il a écrit la table d'émeraude, cela ne signifie pas qu'il a simplement gravé des mots sur la pierre, mais qu'il est devenu le message lui-même. Il était la tablette marchant parmi les hommes. Chaque geste, chaque regard, chaque parole était un reflet vivant de la loi universelle. Ce n'est pas une coïncidence si toute représentation d'Hermès le montre tenant quelque chose. Tantôt c'est le caducée, ce bâton avec 2 serpents entrelacés, symbole suprême de l'union des contraires, tantôt c'est une tablette, un parchemin ou un livre. Mais le vrai symbole d'Hermès n'est aucun de ces objets, c'est son propre corps. Sa tête touche le ciel, ses pieds reposent sur la terre et son cœur bat au centre, équilibrant ce qui est en haut et ce qui est en bas, le visible et l'invisible. Hermès est l'archétype de l'initié complet, celui qui est descendu dans le monde souterrain de la matière, a affronté la douleur, la peur et l'illusion face à face, et s'est pourtant rappelé qu'il était vraiment. Il a franchi les portes de l'esprit conditionné, déchiré les voiles de l'illusion et, à son retour, a apporté un message. Comme c'est dedans, c'est dehors. Comme c'est en haut, c'est en bas. C'est l'essence de la tablette. Et c'est pourquoi, pour les vrais initiés, il n'importe même pas qu'Hermès ait existé en tant que figure historique ou mythique. Le nom n'est pas le point principal. Ce qui compte, c'est ce que ce nom contient. Hermès est un état de conscience, un point de connexion entre le moi inférieur et le moi supérieur, entre le mental et l'esprit, entre qui vous pensez être et qui vous êtes vraiment. Ce pont, ce lien vivant entre le divin et l'humain, est ce que la table a tenté de traduire en mots. C'est pourquoi on dit qu'Hermès n'était pas seulement l'auteur de la table. Il était la table elle-même sous forme humaine. Mais que se passerait-il si je vous disais que la table d'émeraude est une fugitive, qu'elle a échappé à des empires, survécu à des rois, glissé entre les religions et n'a jamais été en fait capturée? Parce que la vérité est que la table n'a jamais été qu'un texte. Elle est un reflet. Pour les Égyptiens, c'était un fragment perdu des livres de Thoth, un ensemble secret d'enseignements qui révélait comment les dieux ont créé le monde et comment tout être humain pouvait faire de même. On dit que ces livres ont été enfermés dans des temples souterrains et que seuls les plus hauts initiés pouvaient les toucher. Pour les prêtres, ces inscriptions anciennes étaient comme des morceaux du ciel qui étaient tombés sur terre. Chaque mot était une clé, chaque symbole, une porte. Mais l'Égypte est tombée. Les temples ont été fermés et la table a continué son chemin. Quelque part, dans le silence des bibliothèques cachées, elle a refait surface des siècles plus tard dans le monde arabe. Vers 650 après Jésus-Christ, quelqu'un a écrit un livre intitulé Kitab Sir al-Khalika, le livre du secret de la création. Et devinez qui est apparu là? La table. Mais maintenant, elle parlait une nouvelle langue. Elle n'était plus écrite en hiéroglyphes, elle avait changé de peau pour rester en vie. Mais son voyage était encore loin d'être terminé. Au XIIe siècle, pendant le Moyen-Âge, des traducteurs de l'Espagne islamique ont retourné chaque recoin du monde arabe à la recherche d'une sagesse oubliée. Et lorsqu'ils ont trouvé la tablette, ils ont su qu'ils avaient quelque chose de précieux entre les mains. Ils ont traduit le texte en latin et en ont diffusé des copies parmi les moines, les alchimistes et les savants chrétiens de l'époque. C'est à ce moment que la tablette est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui. Un document réputé contenir le secret suprême de la création et de la transformation. Mais voici le détail fascinant. Chaque culture qui a trouvé la tablette y a vu exactement ce qu'elle voulait voir. Les chrétiens médiévaux disaient que c'était une révélation sur la Genèse, le véritable secret de la création divine. Certains croyaient qu'elle existait avant le déluge de Noé. D'autres disaient que c'était une relique sauvée de la bibliothèque d'Alexandrie. Et le plus intriguant, chaque version était différente, mais le cœur du message n'a jamais changé. Et ce cœur est la clé. Car peu importe que ce soit dans l'Égypte de Thoth, dans les cercles secrets des soufis ou dans les grottes éclairées par les bougies des alchimistes médiévaux, la tablette a toujours dit la même chose. Tout est un. Le ciel et la terre sont le même corps. L'esprit et la matière ne sont que des reflets l'un de l'autre. Et l'être humain est le point de connexion entre ces deux mondes. Le portail vivant. Les 7 lois et les 7 portes de la transformation. Et qu'est-ce qui était réellement écrit sur cette mystérieuse tablette, cette énigme insaisissable que personne n'a réussi à enfermer dans une seule culture ou époque? La réponse est aussi simple qu'écrasante, elle contenait les 7 portes de la réalité. 7 portes invisibles qui ne s'ouvrent pas à ceux qui courent après le pouvoir ou la gloire, mais à ceux qui ont le courage de regarder à l'intérieur et de se demander « Qui suis-je vraiment ?» Ces portails ne sont pas de simples abstractions philosophiques, ce sont des engrenages vivants qui font tourner l'univers. Chacun d'eux est une clé qui reprogramme l'esprit de celui qui ose le traverser. Le premier portail est le mentalisme, et c'est le plus dangereux de tous. Il déclare, sans embâge, que tout, absolument tout, est esprit. Avant la matière, avant la forme, il y a la pensée. Le monde physique n'est qu'un reflet, un brouillard condensé par l'esprit créatif. Et si tout est esprit, cela signifie que vous, en ce moment même, créez votre propre réalité, que vous le réalisiez ou non.
Le deuxième portail est la correspondance. Ici, il est révélé qu'il n'y a pas de monde séparé. Ce qui est en haut reflète ce qui est en bas. Ce qui se passe en vous façonne ce qui se passe à l'extérieur. L'invisible donne forme au visible. Chaque douleur dans le corps a un reflet dans l'âme. Chaque chaos extérieur a une racine intérieure. Quand vous comprenez cela, vous cessez de lutter contre le monde et commencez à vous déchiffrer. Le troisième portail est la vibration. Rien n'est immobile. Tout pulse, tout danse, tout vibre à une fréquence spécifique. Votre vibration personnelle attire des expériences qui sont sur la même longueur d'onde. L'univers est un miroir vibratoire. Vous voulez changer votre vie? Changez votre fréquence. Vous voulez un nouveau destin? Créez une nouvelle vibration. Simple? Oui. Facile? Pas du tout. Le quatrième portail est la polarité. Tout vient par paires, lumière et ombre, chaud et froid, positif et négatif. Mais le secret n'est pas de choisir un côté, mais de comprendre que les contraires ne sont que les extrêmes d'une même chose. L'amour et la haine sont la même énergie à des pôles différents. La richesse et la pauvreté ne sont que des points distincts sur la même ligne. Quand vous comprenez cela, vous cessez de vous diviser entre le bien et le mal, et vous apprenez à naviguer entre les pôles avec sagesse. La polarité n'est pas une prison, c'est un passage. Le cinquième portail est le rythme. Tout coule, l'univers respire, les marées montent et descendent, la vie avance et recule. Si vous luttez contre ce flux, vous souffrez. Si vous apprenez à danser avec lui, vous coulez. Le secret n'est pas de contrôler le rythme, mais de l'utiliser à votre avantage. Savoir quand avancer, quand attendre, quand parler, quand se taire. Le rythme est la chorégraphie invisible de la création. Le sixième portail est la cause et l'effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix est une graine plantée dans le champ invisible de l'univers. Et chaque graine, tôt ou tard, porte ses fruits. Ceux qui ne comprennent pas cela vivent comme des victimes. Ceux qui comprennent deviennent les jardiniers de leur propre réalité. Tout a une cause, et tout produit un effet. Rien n'échappe à la loi. Je n'ai jamais cru à ces choses, lois hermétiques, vibrations, cause et effet. J'ai toujours été un sceptique pratique, de ceux qui ont besoin de voir pour croire. Mais tout a changé cette nuit-là. C'était censé être juste un jour ordinaire. Mais, en quelque sorte, tout semblait désynchronisé. Ma voiture est tombée en panne de nulle part. Le téléphone portable s'est déchargé alors qu'il était complètement chargé. Chaque pas que je faisais semblait être poussé contre un vent invisible. Puis la nouvelle est arrivée. Un ami que je n'avais pas vu depuis des années avait eu un accident mortel. Et soudain, tout avait un sens. Les coïncidences, le sentiment étrange. L'univers chuchotait avant même que je comprenne les mots. À partir de là, j'ai commencé à remarquer les motifs. Les connexions invisibles entre les pensées, les émotions et les événements. J'ai commencé à tester. Et si la vibration influençait vraiment la réalité ? Et si ce que je ressentais façonnait ce que je vivais, c'est alors que j'ai expérimenté. Il ne s'agissait pas seulement de changer ce que je pensais, mais comment je pensais. Et les choses ont commencé à s'aligner. Des personnes que je devais rencontrer sont apparues de nulle part. Des opportunités inattendues se sont présentées. Le flux s'est produit comme si j'avais trouvé l'engrenage secret de l'univers. Et puis j'ai compris, les 7 lois n'ont jamais été de simples idées. Elles se produisaient tout le temps, je n'avais tout simplement pas les yeux pour les voir. Le 7e et dernier portail est le genre. Tout dans l'univers porte la polarité créatrice, le masculin et le féminin. Cela n'a rien à voir avec le sexe biologique mais avec des forces primordiales. L'un s'étend, l'autre reçoit. Le soleil et la lune, le ciel et la terre, l'idée et la manifestation. Le masculin plante la graine, le féminin lui donne forme. Celui qui apprend à équilibrer ses forces en lui devient un créateur conscient. Celui qui n'apprend pas oscille entre l'excès d'action et la passivité paralysante. Ce sont les 7 lois hermétiques. Non pas comme des théories, mais comme des portails vivants. Chacun d'eux exige que vous abandonniez un morceau de votre ancienne identité. Chacun exige une mort et une renaissance, car traverser la table d'émeraude ne consiste pas à mémoriser des textes anciens, il s'agit de permettre à ces portails de détruire votre ego et de vous reconstruire en une toute nouvelle version de vous-même. L'alchimie de l'âme. Et si je vous disais que la véritable alchimie ne s'est jamais limitée au flacon et au cornu d'un laboratoire, que le fourneau alchimique a toujours été votre propre conscience, et que la matière première de la grande œuvre n'a jamais été un métal, mais vous-même? Les alchimistes médiévaux, obsédés par le déchiffrement des énigmes de la table d'émeraude, croyaient être à la recherche de formules capables de transformer les métaux en or. Mais ce n'était qu'un écran de fumée, un déguisement. Quiconque osait regarder au-delà des mots se rendait compte que la transmutation qui y était décrite était une métaphore, un code caché, compréhensible seulement par ceux qui étaient prêts à voir. En fin de compte, tout se résume à la direction de votre propre âme. Ce sont vos traumatismes, vos croyances limitantes, vos boucles inconscientes qui vous emprisonnent. L'or philosophique est ce qui reste après que tout cela a été brûlé et que vous découvrez enfin qui vous êtes vraiment.
Ce processus, que les anciens appelaient la grande œuvre, se déroule en 3 étapes. Chacune d'entre elles est essentiellement une mort et une renaissance en vous. Vient d'abord le nigredo, l'obscurité totale. Ici, tous vos masques tombent et vous êtes forcé de faire face au chaos intérieur que vous avez toujours évité. C'est la phase où la vie s'effondre complètement, où tout ce qui semblait solide se dissout sous vos yeux. Ensuite vient l'albédo, la purification. Le moment où votre conscience s'illumine et où vous commencez à percevoir le schéma caché derrière le chaos. Soudain, il comprend que les ruines laissées par le nigredo n'étaient pas une punition, mais une instruction. Le chaos lui-même a été son maître tout le temps. Et puis, enfin, vient le rubedo, l'intégration. C'est là que l'or émerge de la boue. C'est quand vous réalisez que cette lumière que vous avez passé toute votre vie à chercher n'a jamais été à l'extérieur, mais enterrée en vous. La table d'émeraude n'a jamais eu l'intention de décrire ce processus de manière évidente. Elle ne vous donne pas de carte détaillée, elle ne vous prend pas par la main. Tout ce qu'elle fait, c'est pointer vers l'intérieur et vous plonger tête baissée dans votre propre enfer personnel. C'est pourquoi son texte fonctionne comme un miroir. Chacun de ces mots active quelque chose en vous. Chaque phrase résonne différemment selon qui la lit. C'est un miroir qui ne ment pas, qui reflète sans filtre le véritable état de votre âme. Justin Sledge, un érudit moderne de la tradition hermétique, fait une comparaison intéressante. Il décrit la table comme une sorte de matière première spirituelle, un test pour révéler votre vraie nature. Si vous la lisez avec les yeux d'un mystique, vous y verrez une feuille de route pour l'ascension spirituelle. Si vous l'abordez comme un alchimiste de laboratoire, vous y trouverez des formules pour manipuler les métaux. Si vous la considérez comme un occultiste, vous y verrez des sorts et des clés magiques. Mais tout cela ne sont que des projections. La vérité est que la table d'émeraude n'a pas de signification fixe. Elle reflète exactement ce que vous êtes. Le symbolisme de la pierre verte de l'émeraude perdue. Mais pourquoi l'émeraude? Pourquoi pas l'or, le marbre ou toute autre pierre sacrée? Parmi toutes les options possibles, pourquoi ont-ils choisi cette pierre verte et hypnotique pour garder l'un des plus grands secrets de l'histoire occulte? Ce n'était pas une décision aléatoire, c'était un code, un symbole dans le symbole. Les anciens savaient que le vert de l'émeraude n'est pas seulement une couleur. C'est une fusion bleu et jaune, ciel et terre, esprit et matière, divin et humain. L'émeraude est le point exact où ces deux mondes se rencontrent et s'embrassent. Ce n'est pas seulement une pierre, c'est une fréquence, une vibration, une clé vibratoire qui résonne dans le cœur de celui qui cherche la vérité. Car c'est dans le cœur, et non dans l'esprit, que cette clé s'insère. Le vert de l'émeraude est la même couleur que le chakra du cœur, Anahata, le passage secret entre le visible et l'invisible. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est dans le cœur que le ciel spirituel touche la terre de notre corps. C'est là que l'humain ordinaire peut enfin se rappeler qu'il est plus que de la chair et des os. L'émeraude est le troisième œil déguisé, la vision intérieure qui voit au-delà des apparences. Dans les traditions comme l'hindouisme, Shiva est représenté avec ce troisième œil, celui qui voit la réalité tandis que les yeux physiques ne perçoivent que des reflets déformés de la matière. L'émeraude, c'est cette vision en forme de pierre ou de tablette. Et c'est ici que le symbole s'approfondit encore plus, car la table d'émeraude, celle que personne n'a jamais vraiment vue, est en réalité la lentille de ce troisième œil. Ce n'est pas quelque chose que l'on lit avec les yeux physiques, mais quelque chose que l'on déchiffre après avoir appris à voir avec le cœur éveillé. C'est pourquoi, pour beaucoup, la tablette n'est qu'un mythe, parce qu'elle ne se révèle pleinement qu'à ceux qui ont appris à regarder à l'intérieur. C'est la véritable raison de l'émeraude. Il ne s'agit pas de la pierre, il s'agit de la perception. Celui qui s'accorde à la fréquence de l'émeraude ne lit pas la tablette, il s'en souvient, car, en vérité, elle était déjà écrite en lui depuis toujours. C'est peu être précisément pour cette raison que, même en traversant des millénaires et des civilisations, la table d'émeraude ne vieillit jamais. Chaque époque trouve exactement ce dont elle a besoin en elle. Au XIIIe siècle, les alchimistes médiévaux y voyaient un manuel de chimie, une recette pour transmuter les métaux. Au XVIIe siècle, Newton l'a traité comme un code scientifique pour déchiffrer la nature la plus profonde de la matière et de l'univers. Au XIXe siècle, des occultistes comme Eliphas Lévy et Helena Blavatsky y voyaient un portail vers les mystères de la magie pratique. Puis vint Jung, et ce qu'il réalisa était encore plus profond. Pour Jung, la tablette était un miroir psychique, une carte symbolique du voyage que chaque être humain doit faire pour cesser d'être juste un ego fragmenté et devenir entier. Ce processus, qu'il a appelé individuation, est une alchimie intérieure, un raffinement du moi jusqu'à ce que la pierre brute révèle le diamant caché, ou l'émeraude perdue. Ce que Jung a compris, c'est que la table d'émeraude n'enseigne rien. Elle ne donne pas de réponse toute faite. C'est une surface polie qui reflète exactement qui vous êtes. Si vous cherchez le pouvoir, vous trouverez le pouvoir. Si vous cherchez la magie, vous trouverez la magie. Si vous cherchez l'éveil, vous entendrez un appel. Et c'est précisément pour cela qu'elle a survécu à travers tant d'époques et tant d'interprétations.
Comment utiliser les 7 lois dans votre propre voyage? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Vous jouez déjà à ce jeu. La seule question qui reste est de savoir si vous le faites consciemment ou si vous vous laissez simplement emporter par le courant sans vous rendre compte que vous avez toujours eu le contrôle du plateau. Tout est esprit. C'est la première loi, la base de tout. Le fond de la réalité est mental. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque croyance que vous répétez comme un mantra, chaque idée que vous défendez comme si c'était la seule vérité absolue, tout cela est une matière première qui façonne votre réalité. Votre esprit n'est pas un simple dépôt de souvenirs, c'est le projecteur qui crée le monde qui vous entoure. Comprendre cette loi signifie comprendre que vos pensées sont des actes créatifs. Et si vous n'êtes pas aux commandes de votre esprit, alors qu'il crée votre vie à votre place, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur. C'est la deuxième loi, et c'est un choc de réalité pour ceux qui aiment pointer du doigt le monde extérieur. Tout ce qui vous dérange chez les autres, tout ce que l'univers semble vous faire, n'est que le reflet de ce qui existe déjà en vous. Le monde n'est pas votre ennemi, c'est votre miroir. Il ne vous montre pas ce que vous voulez, il vous montre ce que vous êtes. Vous voulez changer ce que vous voyez à l'extérieur? Alors commencez par ajuster ce qui est à l'intérieur. Rien ne reste immobile. Tout vibre. C'est la troisième loi. Votre corps vibre, vos paroles vibrent, vos pensées vibrent. Chaque choix que vous faites modifie votre fréquence et la vie répond en renvoyant la même vibration que vous avez émise. Il n'y a ni punition ni récompense, seulement de la résonance. Vous attirez exactement ce qui correspond à votre énergie. Vous voulez changer votre réalité? Changez votre fréquence. Tout vient par paire. C'est la quatrième loi. Lumière et ombre, jour et nuit, expansion et contraction. Rien n'existe sans son contraire. Vous ne comprenez la lumière que parce que vous avez déjà fait l'expérience de l'obscurité. Fuir sa propre ombre, c'est nier la moitié de ce que l'on est. Le véritable pouvoir naît lorsque vous faites face aux deux extrêmes et trouvez le point d'équilibre. C'est là que réside votre vraie force. Tout coule et revient. C'est la cinquième loi. La vie est un cycle de marée. Tout a un rythme. Les portes s'ouvrent et se ferment. Les moments de croissance sont suivis de moments de pause. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de forcer et vous commencez à couler. Il y a un temps pour agir et un temps pour attendre. Savoir faire la différence est la véritable sagesse hermétique en pratique. Rien n'échappe à la cause et à l'effet. Voici la sixième loi. Chaque choix est une graine. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous nourrissez, chaque action que vous entreprenez, tout cela vous revient. Non pas parce que l'univers veut vous punir ou vous récompenser, mais parce que l'énergie termine toujours son cycle. Vous ne pouvez pas contrôler les effets, mais vous êtes toujours aux commandes de la cause. Et enfin, tout contient de l'énergie masculine et féminine. C'est la septième loi. Rien ne naît sans cette fusion. Le masculin projette, le féminin donne forme. Les idées sont masculines, les émotions sont féminines. La pensée est masculine, la réception est féminine. En vous, il y a ces deux forces, le Père créateur et la Mère nourricière, et votre réalité est l'enfant qu'ils engendrent ensemble. Lorsque vous apprenez à unir consciemment ces énergies, vous devenez un véritable co-créateur de votre propre existence. Ces 7 lois ne sont pas des commandements divins écrits par une entité lointaine. Ce sont les mécanismes invisibles qui font bouger la réalité. Vous pouvez les ignorer, mais vous ne pouvez pas leur échapper. Elles opèrent maintenant, pendant que vous lisez ceci, et continueront à opérer avec ou sans votre permission. La seule différence est qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez. Et savoir change tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il y a une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Vous jouez déjà à ce jeu. La seule question est de savoir si vous le faites consciemment ou si vous vous laissez simplement emporter par le courant, sans vous rendre compte que vous avez toujours eu le contrôle du plateau. Tout est esprit. Et comprendre cela, c'est la première étape pour prendre les rênes de votre réalité. Parler de ces lois ne consiste pas seulement à explorer des concepts philosophiques. C'est révéler les mécanismes cachés qui ont toujours été à l'œuvre, façonnant votre vie, que vous le sachiez ou non. C'est une invitation à remettre en question ce qui a été ignoré, négligé ou simplement tenu hors de votre portée. Et si je vous disais que ce voyage de découverte ne doit pas s'arrêter là, maintenant vous pouvez devenir membre de la chaîne et faire partie d'un groupe restreint de personnes qui croient vraiment au pouvoir de la connaissance et de la transformation intérieure. En devenant membre, vous soutenez non seulement directement ce travail, mais vous bénéficiez également d'avantages exclusifs, tels que l'accès à des contenus inédits et approfondis, un accompagnement plus personnalisé dans votre parcours et même une mise en avant dans les commentaires, afin que votre voix soit toujours vue et reconnue dans notre communauté. Voici votre chance de vous connecter encore plus avec cet univers d'apprentissage et de croissance personnelle. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et devenez membre dès maintenant. Ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Vous savez, personnellement, j'ai toujours été fasciné par la façon dont certaines vérités semblent être cachées.
Non pas parce qu'elles sont des mensonges, mais parce qu'elles peuvent remettre le pouvoir entre vos mains. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris que, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, n'était pas seulement une belle phrase, mais un principe fondamental de l'existence. Tout ce que vous voyez dans le monde extérieur est le reflet de ce qui existe déjà en vous. Cette prise de conscience a tout changé. J'ai cessé de voir la réalité comme quelque chose de fixe et j'ai commencé à la voir comme un miroir de ma propre conscience. Et si tout ce qu'on nous a appris n'était que la partie émergée de l'iceberg, c'est alors que j'ai réalisé que la vraie quête n'est pas de trouver des réponses toutes faites, mais d'apprendre à poser les bonnes questions. Maintenant, si vous avez aimé ce voyage dans l'inconnu et que vous voulez continuer à explorer des mystères avec moi, voici une demande qui n'est un secret pour personne. Laissez votre like, commentez ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Soyons sincères, si ces lois régissent réellement l'univers, quoi de plus juste que d'appliquer le don et le retour pour propulser ce voyage, n'est-ce pas? Et sérieusement, chacun de vos clics aide à maintenir cette quête vivante et je vous le garantis, la prochaine plongée pourrait être encore plus profonde. Oh, et ne partez pas en courant. Il y a encore 2 vidéos qui apparaissent sur l'écran maintenant. Croyez-moi, ils ne sont pas là par hasard. L'une d'elles apporte une connaissance si percutante qu'elle peut changer votre perception de la réalité pour toujours. L'autre, eh bien, disons qu'il révèle un principe que les grands esprits de l'histoire ont utilisé pour manifester leurs plus grandes réalisations. Mais je ne vais pas gâcher le plaisir. La curiosité devra prévaloir. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment prendre le contrôle total de votre esprit et, par conséquent, de votre vie? Cliquez ici et venez avec moi, parce que la vérité a toujours été sous vos yeux. Il suffit d'apprendre à la voir.